Dans cette première vidéo du chapitre 8, génome bactérien et antibiorésistance, nous allons traiter les caractéristiques des bactéries. Donc au programme, quelques généralités, ensuite l'organisation interne, l'anatomie externe des bactéries et les propriétés de la paroi, les formes de résistance, la reproduction. Déjà, une bactérie, c'est un prokaryote unicellulaire. Alors, il faut se rappeler ce qu'est un prokaryote. C'est une cellule, évidemment, mais qui n'a pas de noyau et qui n'a pas d'organite à double membrane, c'est-à-dire exit les vacuoles, exit des chloroplastes ou des mitochondries. Il n'y a pas de tout ça. Et il n'y a pas de membrane nucléaire qui entourerait un matériel génétique. Unicellulaire, je vous rappelle que ça veut dire une seule cellule. Donc, ce sont des unicellulaires qui n'ont pas de noyau et pas d'organites à double membrane, puisqu'ils ont d'autres organites beaucoup plus petits que nous verrons juste après dans l'organisation interne. Donc la taille, ce sont des micro-organismes extrêmement petits, 1 micron, ce qui représente à peu près 100 fois plus petit qu'une cellule eucaryote, cellule animale ou végétale. Donc pour comparer, si j'ai une cellule eucaryote de 100 microns, une cellule prokaryote d'1 micron, voilà ce que ça donne comme taille. Ça veut dire que c'est extrêmement petit. Schéma d'organisation d'une bactérie que vous avez également dans le cours. Donc d'abord, on a une membrane plasmique qui est entourée d'une paroi bactérienne. Une paroi qui contient un élément particulier, qu'on verra après, qui s'appelle le peptidoglycane. Ensuite, parfois, ce n'est pas toujours le cas, une capsule entoure cette paroi bactérienne. On a également des pilus, qui sont des poils tout simplement, avec des fonctions diverses. Ça peut être tout simplement de s'accrocher au substrat, mais ça peut être aussi pour échanger du matériel génétique, ce que nous verrons après. On peut retrouver aussi des flagelles. Alors je dis des flagelles parce qu'il peut y en avoir plusieurs. On peut en avoir 4, 5, 6. Alors évidemment, ça va être constant dans une même espèce. Par contre, entre espèces différentes, ça peut être variable. On a également, comme il n'y a pas de compartiment interne, des replis de la membrane qui forment des espèces de compartiments imparfaits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement hermétiques. Mais voilà, ça permet tout de même de faire des concentrations de solutés qui permettent d'avoir des gradients de concentration et donc, par exemple, de fabriquer de l'ATP, un peu à l'image de ce qu'on retrouve dans la mitochondrie. On a également un cytoplasme, ça c'est classique dans n'importe quelle cellule, c'est le milieu intérieur. Et puis, on a donc un chromosome bactérien qui est circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extrémité. Une extrémité est reliée à l'autre. Et donc, c'est la plus grosse partie du matériel génétique. Mais on a aussi des petits ADN circulaires, beaucoup plus petits que le chromosome bactérien, qu'on appelle des plasmides. Et l'ensemble de l'ADN de notre bactérie est constitué donc de ce chromosome bactérien et de ces plasmides. On a également des ribosomes, évidemment, puisque il va falloir faire une synthèse protéique. Et c'est à peu près tout pour notre bactérie. Donc voilà la structure, donc une organisation relativement simple, qui est complètement différente de celle d'une cellule eucaryote. Au niveau de l'anatomie externe, donc elle est assez variable. On trouve quand même 3 grands types de formes, après qui ont des déclinaisons un peu spécifiques suivant les espèces. Mais globalement, on va retrouver donc les coques qui sont de forme sphérique. Voilà, par exemple le staphylocoque. On peut retrouver aussi des bacilles en forme de bâtonnets, qui sont assez classiques. Quand on dessine une bactérie, généralement c'est la forme qu'on va plutôt utiliser. Voilà, exemple Yersinia pestis, qui est la bactérie qui donne la peste, évidemment. Et puis des spirochètes en forme de spirale, voilà, avec comme exemple Leptospira interrogans qui donne la leptospirose. Voilà. Donc, vous avez ces 3 formes et il peut y avoir des légères variations. Voilà, toutes les coques ne sont pas de la même taille, ni exactement tout à fait de la même forme. Pareil pour les bacilles et pareil pour les spirochètes. Voilà. Donc, on a aussi des différences au niveau de la paroi bactérienne. Donc, on peut avoir
une paroi relativement fine qui est constituée donc d'une membrane interne qui entoure le cytoplasme, de cette paroi relativement fine qu'on va appeler le peptidoglycane, alors qui est composé, peptidoglycane, peptide, une partie protéique et glycane, une partie glucidique, voilà. Et enfin, à l'extérieur, on va retrouver une autre membrane plasmique. Donc ça, ce seront les bactéries qu'on va plutôt qualifier de gram négatifs. C'est en fonction de leur coloration. On va pouvoir comme ça les identifier avec une simple coloration. Et puis, on a également celles qui ont un peptidoglycane qui est relativement épais, donc une paroi très épaisse, qui est constituée donc de ce peptidoglycane épais, et puis à l'intérieur, toujours pareil, qui entoure le cytoplasme, on a une membrane plasmique. Ces bactéries-là sont qualifiées de gram positifs, c'est encore une fois dû à leur coloration quand on fait la colorimétrie de Gram, coloration de Gram, pardon. Et puis enfin, il existe des bactéries qui n'ont pas de paroi, juste la membrane plasmique, et qui sont appelées mycoplasmes. Au niveau des formes de résistance, donc attention, certaines bactéries sont capables de s'enkyster, c'est-à-dire de produire des formes de résistance permettant la survie dans des conditions défavorables. Donc ce qu'on va appeler des endospores. Donc exemple, alors une endospore de Clostridium difficile qui cause des désordres digestifs. Donc voilà, donc c'est un bacille et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une espèce de structure ovoïde. Et bien ça c'est l'endospore et c'est la structure qui va rester intacte, qui contient évidemment tout le matériel génétique et qui permet du coup, lorsque toutes les bactéries de la colonie sont décimées, de résister aux conditions difficiles et lorsque les conditions s'avèrent de nouveau favorables, de pouvoir reconstituer une nouvelle bactérie à part entière qui, en se multipliant, formera de nouvelles colonies. Au niveau de la reproduction, donc une reproduction qui est asexuée, qu'on appelle la scissiparité, que vous avez déjà vue en première. À savoir, donc, on retrouve ici la bactérie, j'ai représenté les plasmides, mais également le chromosome bactérien, que ici, je n'ai pas fait toutes les déviations que peut prendre l'ADN, mais en tout cas, voilà, il est circulaire, donc je l'ai représenté de cette façon. Donc, première étape, une phase de croissance, voilà, dans laquelle la bactérie va s'étirer, tout simplement, pour permettre facilement de faire deux bactéries qui ont presque leur forme définitive. Deuxième étape, une phase de réplication, c'est-à-dire on copie intégralement l'ADN du chromosome bactérien. Je précise, pas des plasmides, du chromosome bactérien. Ensuite, une seconde phase de croissance avec une répartition du matériel génétique de part et d'autre donc de cette cellule allongée. Enfin, le début de la division avec la formation donc d'une paroi qui va finir par séparer les deux nouvelles bactéries qu'on appelle le septum. Voilà. Et dans la dernière étape, ce septum est entièrement formé et ainsi, voilà, on est sur deux bactéries à part entière qui ont chacune leur matériel génétique et qui sont bien séparées. Alors, elles ne se séparent pas tout le temps de suite, c'est-à-dire qu'elles peuvent rester tout de même accrochées. Donc voilà, par un septum parfois conservé chez les bacilles et les coques, formation de chaînettes. Donc voilà, ici, vous avez le cas sur le bacille du charbon. Ici, voilà, la petite flèche blanche vous indique le septum. Les petites flèches blanches vous indiquent les septums qui sont encore en place. Et puis, on va retrouver sur les streptocoques, très souvent, ces chaînettes. Et vous les avez déjà d'ailleurs observées sur le frottis de yaourt. Voilà, ce sont les flèches noires. Donc évidemment, la grande question qu'on peut se poser, c'est s'il n'y a qu'une reproduction asexuée, comment, et que donc les bactéries sont toutes identiques génétiquement, comment est-ce qu'elles font pour s'adapter? Ça, nous y répondrons dans la vidéo suivante sur les brassages génétiques des bactéries.